Au beau milieu du chaos du XXe siècle, un siècle où toutes les certitudes semblaient s'effondrer, il y a une question qui hantait le philosophe Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce qu'on fait quand les mots, nos outils les plus fondamentaux, perdent tout leur sens? Cette analyse nous plonge au cœur de son combat avec le langage. Pour commencer, cette citation de Sartre est assez saisissante. Elle suggère que le langage n'est pas du tout un serviteur fidèle. Non, c'est plutôt un voleur qui s'empare de nos pensées avant même qu'on ait pu les formuler clairement. C'est une idée assez vertigineuse quand on y pense. Et c'est ça, la question centrale qui va nous guider. Quand les mots nous lâchent, qu'est-ce qui reste? Comment comprendre le monde? Comment communiquer? Comment s'engager? Alors, pour bien comprendre, il faut revenir au point de départ de cette crise. Pour Sartre et toute sa génération, les grands chocs de l'histoire ont montré de manière brutale à quel point le langage était insuffisant. Imaginons un instant la Première Guerre mondiale. Pour le soldat, là, au fond de sa tranchée, le décalage entre les grands discours patriotiques qu'on lui sert et la réalité sanglante du quotidien, ce n'est plus un fossé, c'est un véritable abîme. Et ce qui est fascinant, c'est que des mots comme honneur, patrie, se vident complètement de leur sens. Ils ne sont plus connectés à rien de réel, à aucune expérience vécue. Ça vient du bruit, juste une coquille vide face à l'horreur. Maintenant, changeons de perspective. Pour le penseur, l'intellectuel, la crise est différente, peut-être plus insidieuse. Lui, il sent que le langage est récupéré, qu'il est détourné par les pouvoirs en place. Pour Sartre, le langage n'est plus un outil pour se libérer, mais une arme d'oppression. Les mots des puissants s'infiltrent en nous, ils façonnent notre pensée à leur avantage avant même qu'on ait eu le temps de se l'approprier. Et donc, au final, le résultat est le même, la communication est rompue. Le soldat qui rentre du front, il ne peut pas raconter ce qu'il a vécu. Le mot horreur n'a tout simplement pas le même poids pour celui qui l'a vécu et celui qui l'écoute. Alors que se passe-t-il quand les mots échouent à ce point, quand ils ne peuvent plus ni décrire la réalité, ni nous relier les uns aux autres? Eh bien, une tentation apparaît, celle de se réfugier dans de grands systèmes, des idéologies qui, elles, promettent une explication totale du monde. Et pour des penseurs comme Sartre, la grande tentation, c'était le marxisme. Ça offrait une grille de lecture, une certitude, un sens de l'histoire là où il n'y avait que du chaos. Et pour comprendre cet attrait, c'est intéressant de voir comment le rôle de l'intellectuel a évolué. On passe du clerc au service de l'Église, au philosophe des Lumières, pour arriver à l'intellectuel moderne, un technicien du savoir, mais un technicien qui se retrouve piégé dans une contradiction insoluble. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. L'intellectuel, il veut parler pour tout le monde, pour l'universel. Mais sa position sociale, son éducation, même son langage, le lie aux intérêts de la classe dominante. C'est un déchirement constant. Et toute cette tension, qui peut paraître un peu abstraite, va devenir très très concrète, et même tragique. Elle va s'incarner dans le conflit violent entre Sartre et son meilleur ami, le philosophe Maurice Merleau-Ponty. Il faut bien comprendre, on ne parle pas juste d'un débat d'idées entre collègues. C'était une amitié profonde, fusionnelle, et elle va être mise à l'épreuve par la question qui brûlait tout le monde à l'époque. Que faire face à la réalité du communisme soviétique? Là, leur position était totalement irréconciliable. D'un côté, Merleau-Ponty disait « Les camps sont une horreur, on ne peut pas faire de compromis, il faut condamner. Et si parler ne sert à rien, alors il faut se taire. » De l'autre, Sartre répondait « Le Parti communiste reste le seul espoir des opprimés. Le critiquer, c'est faire le jeu des patrons. Et se taire, c'est être complice. » Et attention, ce n'était pas un débat théorique. Merleau-Ponty avançait ce chiffre, 10 millions. L'estimation du nombre de personnes dans les camps soviétiques. Tout à coup, chaque mot, chaque silence, avait le poids de vies humaines. C'est précisément là, au milieu de cette crise à la fois philosophique et personnelle, que Sartre va trouver sa solution. Une solution radicale pour tenter de redonner un pouvoir au langage. Non pas le pouvoir de décrire, mais celui de créer. C'est le grand retournement existentiel. Le cœur de sa pensée, c'est que l'existence précède l'essence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité toute faite à découvrir. On existe d'abord, et ensuite, par nos choix, on se définit. Donc, si la vérité n'est pas à trouver, elle est à faire. Le langage n'est plus un miroir qui reflète le monde, c'est un marteau pour le construire. Mais alors, comment ça marche concrètement? Prenons l'exemple le plus simple, dire « je t'aime ». Pour Sartre, ce n'est pas un constat, ce n'est pas la description d'un sentiment qui existe déjà. Non, c'est le début d'un projet, c'est une promesse. Le sens de ce « je t'aime », il n'existe pas encore au moment où on le dit. Il va se construire jour après jour, par les gestes, par les actions qui vont le prouver. On ne dit pas la vérité, on s'engage à la rendre vraie.
Voilà, c'est ça, le langage comme engagement. Chaque parole importante devient un pari sur l'avenir. C'est un engagement à faire en sorte que nos actes correspondent à nos mots. Parler, c'est s'obliger à devenir ce qu'on a dit. Sauf que cet engagement a un prix. Et pour le comprendre, il faut revenir à cette amitié brisée. Des années plus tard, voilà ce que Sartre écrit sur sa rupture avec Merleau-Ponty. On sent là que la douleur est encore là, vive. C'est une cicatrice qui ne s'est jamais vraiment refermée. Leur choix philosophique, ce n'était pas de simples jeux de l'esprit. C'était des engagements de toute une vie, avec des conséquences bien réelles, personnelles et dévastatrices. Cette rupture, c'était un véritable travail de deuil, comme le dit Sartre, le deuil d'une amitié. Finalement, la crise du langage n'était que le symptôme d'un problème bien plus profond, celui de la responsabilité. Si les mots n'ont pas de sens fixe, alors c'est à nous, et à nous seuls, de leur en donner un par nos actes. On n'est pas défini par ce que l'on est, mais par ce que l'on promet de devenir. Et tout ça nous laisse avec cette question finale. Une question qui dépasse la philosophie et qui touche à l'expérience de chacun. Quel est le prix de nos convictions ? Quel est le coût de tenir ses promesses, surtout quand ça nous force à nous éloigner de ceux qu'on aime ?